Opportunity est heureux de vous présenter le grand entretien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du grand entretien Agora News Expérience Client. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Éric Dadian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Vous avez vécu une actu riche au mois d'octobre. On va d'abord revenir peut-être sur les 24 heures de la relation client. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qu'est l'événement et puis un peu quelle démarche il tient à récompenser? Oui, alors c'est la semaine la plus importante dans l'univers de la relation client. Ça s'appelle la semaine de la relation client en fête. Donc on fête la relation client avec deux temps forts. D'abord les palmes de la relation client le lundi. Ouais. Et là on remet évidemment des palmes, 5 palmes cette année avec une nouveauté, la palme de la transformation par l'expérience client, très importante pour nous. Et puis les 24 heures de la relation client. Alors là on fête, c'est le jeudi. On fête les hommes et les femmes qui font la richesse de nos métiers. Et donc on remet également des prix aux meilleures équipes. Et puis on en profite pour se poser un petit peu avec une étude qui est cette année, qui a été faite en collaboration avec le BCG, qui s'appelle la personnalisation de l'expérience client. Très bien. Et justement, si on doit reprendre 2-3 idées forces de cette étude, qu'est-ce qui ressort? Alors ce qui ressort de cette étude, c'est que plus on personnalise, mieux on connaît ses clients, plus les collaborateurs sont contents, puisqu'ils peuvent mieux travailler et apporter une meilleure expérience client. L'entreprise est beaucoup plus performante économiquement. D'accord. Et puis également, on arrive à déceler une meilleure connaissance du client, satisfaction et en même temps une fidélisation, ce qui importe le plus pour les entreprises. Donc meilleure performance pour les entreprises, meilleur, confort de travail pour les collaborateurs. Très bien. Autre événement majeur, les palmes de la FRC. Elles ont eu lieu la semaine dernière, comme vous le disiez. 12e édition. Quel bilan on en tire? Je pense que, alors ce n'est pas tant le nombre d'éditions qui compte. Ce qui est important, c'est de voir que ça a permis aussi à la FRC, qui est la plus grande communauté aujourd'hui des professionnels de la relation client, nous avons 3500 membres, ça permet à la FRC un petit peu de poser son action, son activité et surtout l'évolution depuis de nombreuses années. Donc la FRC a réussi à devenir aujourd'hui, je dirais, un petit peu une fédération, une association, un think tank qui pose le thème de l'expérience client comme une, parmi tant d'autres, mais une discipline reconnue par les entreprises. Vous avez le marketing, vous avez le commercial, mais l'expérience client est devenue une discipline au sens noble du terme, mais c'est aussi l'occasion pour une communauté comme la FRC, aussi nombreuse, d'arriver à fonder une économie de l'expérience. Je m'explique. L'économie de l'expérience, pour nous, c'est fondamental. Vous avez tous connu le mix marketing avec les 4 P, pour la publicité, le produit et le prix. On voit que l'expérience client devient plus importante aujourd'hui que le produit et que le prix. Elle passe devant dans la tête des consommateurs et des clients. Si on doit s'attarder sur les grandes tendances de cette année pour l'expérience client, pour vous, qu'est-ce que vous avez identifié justement au-delà de cette priorisation de l'expérience client? Alors nous avons profité, on fait souvent des voyages d'études au moment du CES de Las Vegas ou la NRF de New York sur le Retail Show, mais on part aussi en Chine ou voir des startups dans certains pays. Et qu'est-ce qu'on a identifié comme grande tendance? On a identifié une tendance forte qui arrive, je pense, depuis 1 an ou 2. C'est que l'expérience client, beaucoup de gens en parlent, mais est-ce que ça se fait pour de vrai? C'est-à-dire que dans les entreprises, je vais prendre 3 marques, 3 exemples. Je vais prendre Casper, je vais prendre Adidas et je vais prendre Occitane. Donc on fait vivre, la marque fait vivre à son client une expérience client. Par exemple, Casper, vous apprenez à dormir, vous venez prendre un ticket pour pouvoir faire une sieste, et accessoirement, on vous vend des lits et des matelas. Même chose à l'Occitane, c'est-à-dire qu'on vous fait vivre aussi dans un champ de lavande une expérience en Provence, et avec des odeurs, des bruits, etc. Donc vous êtes complètement plongé dans la Provence française. Mais évidemment, au final, on va vous vendre des crèmes. Mais d'abord, vous vivez une expérience, une immersion et un voyage. Même chose pour Adidas. Adidas, on vous apprend à courir, on vous fait vivre une expérience de course dans des rues ou dans un marathon. Et puis, accessoirement, on va vous vendre des chaussures qui sont totalement personnalisées. Donc, je pense que ça, c'est une tendance très forte, l'expérience client avant le produit. Deuxième tendance, et ça, c'est le titre des palmes de cette année, c'est le thème sur lequel nous avons décliné les différentes palmes, c'est la considération. C'est par la considération, par la personnalisation, qu'on arrivera à mieux connaître, mieux satisfaire et mieux fidéliser les clients.
Très bien. Donc, considération et expérience pour le client, donc les deux moments et tendances fortes de cette année, puis des années précédentes et à venir également. On va parler des grands lauréats, à mon avis, qui s'appliquent aussi justement à développer ces chantiers dans leur entreprise. Club Med est cette année lauréat de l'expérience client. Pour ce cas précis, est-ce qu'on récompense finalement l'ADN historique, la capacité d'innovation ou justement la proactivité des collaborateurs? Pour vous, est-ce qu'on met le curseur sur cette palme? Alors, pour nous, bon, évidemment, le Club Med, c'est emblématique qu'ils aient gagné cette année. Le jury a été vraiment unanime. Je pense que le Club Med, historiquement, avait dans son ADN, bien sûr, la considération, la gentillesse. Hein. Vous connaissez tous les Géo et les GM. Ouais. Ça a fait leur force et on l'a tous vécu pour avoir été client du Club Med. Je pense que le Club Med a été beaucoup plus loin. Ils ont créé le Club Makers. Donc ils se sont ouverts, donc ils ont considéré leurs clients, mais ils ont considéré leurs collaborateurs. C'est une entreprise qui s'est ouverte vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients ont participé à des comités de direction. Les clients ont pu eux-mêmes co-construire les parcours clients et également les produits ou les services qu'ils voulaient voir délivrés par le Club Med. Donc le Club Med a été très loin, non seulement partant de son ADN, mais aussi pour se réinventer, pour se transformer autour de l'expérience client, avec en ligne de mire, je dirais, la considération. Ça veut dire apporter de l'estime, apporter des égards, être dans cette gentillesse, être dans l'écoute des consommateurs, et ça, ils le font remarquablement. Donc au final, les soft skills, en fait, à appliquer à... Exactement. Les soft skills... L'intégralité. Je dirais même plus les soft skills, mais avec toutes les parties prenantes. Et un dirigeant d'entreprise, une entreprise aujourd'hui qui veut faire de la considération, elle doit associer toutes ces parties prenantes. Les fournisseurs, les clients, ses actionnaires, également bien sûr ses collaborateurs qui veulent participer de plus en plus, venant de la base, à la co-construction de l'entreprise. D'accord. Et si on passe un peu à la figure de proue, qui est le directeur de la relation client, comment c'est Damien Nuitins, chef des opérations et de la relation client chez Butagaz, qui a été récompensé cette année aux Palmes. Comment on incarne justement ce changement, ces valeurs? Pour vous, qu'est-ce qui est important d'être prescripteur en termes de management ou d'animation chez un directeur de la relation client? Alors, un directeur de la relation client, il doit incarner... En fait, c'est un petit peu le rêve de la FRC depuis tant d'années, c'est de dire que le directeur de la relation client, de l'expérience client, il doit être reconnu par la présidence. Donc, il doit déjà se trouver sous la direction générale, sous le COMEX, avoir un sponsor très fort. Ensuite, il doit être au cœur de l'entreprise. Il n'est pas là pour dominer les autres fonctions, hein, que ce soit le marketing, le commercial, les RH, etc. Il est là pour être au service de tout le monde. Et donc, je pense que Damien l'incarne bien. C'est-à-dire qu'il a réussi à transformer l'état d'esprit de son entreprise en disant le client est plus fort. On vend du gaz chez Butagaz. Évidemment, il y a des petits personnages gentils que le marketing a créés. On se souvient de l'ours bleu. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que comment est-ce que j'arrive à justement faire comprendre que toute l'entreprise doit être tournée autour des clients pour, encore une fois, hein, les satisfaire, limiter bien évidemment le délai d'attente sur tous les canaux, puisque maintenant la relation client elle est omnicanale, hein, depuis pas mal d'années, mais de plus en plus. Je pense qu'on a été, si je reviens juste sur les trois moments forts qui ont rythmé un petit peu, et la FRC a suivi ça pour accompagner les entreprises dans leur évolution, quels ont été les moments forts qui ont rythmé l'expérience client? C'est évidemment des ruptures technologiques. Donc la première rupture technologique, c'est l'ACD, la distribution automatique des appels avec un canal téléphonique. Ensuite, c'est l'arrivée d'Internet en 1995, qui a apporté beaucoup plus de richesse et d'informations dans l'interaction client. Et puis on va arriver le smartphone en 2007 avec, vous vous souvenez, Steve Jobs qui nous dit « This is a revolution ». Il avait raison, c'était une révolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, le smartphone a permis aux clients de prendre le pouvoir sur la marque. On a inversé le sens de la relation client. Et puis on voit arriver en 2017 ce qu'on appelle sous un terme générique l'intelligence artificielle. C'est en fait des algorithmes, donc des programmes informatiques qui, à travers les données et la puissance de calcul des machines, peut mieux comprendre et surtout analyser en cognitif ce que veut un client pour pouvoir mieux le servir. Et là, on voit des applications arriver à partir de 2017-2018 qui sont très fortes. Hein. Des assistants vocaux, des robots physiques, et puis tous les bots, hein, des chatbots, des callbots, etc., pour traiter un certain nombre de questions et d'interactions simples. Donc vous voyez, toutes ces révolutions ont transformé complètement les interactions clients, et l'expérience client est devenue un parcours, un voyage qui se doit être excessivement fluide et simple. Voilà. Donc le client est plus fort, plus exigeant grâce aux nouvelles technologies. Ce qui nous amène à la prochaine palme, qui est la palme de l'expérience citoyen.
L'hôpital Foch de Suresnes a été lauréat cette année. Selon vous, en quoi les responsables d'un service public peuvent s'inspirer des pratiques de l'expérience client? Parce qu'on voit qu'il y a un glissement, une inspiration. On sait bien que c'est le service public et qu'il y a un traitement bien particulier pour nos concitoyens. Mais en quoi le service client ou l'expérience client peuvent être une source d'inspiration pour les services publics? Alors, ce que je vous disais, c'est que l'expérience client, c'est devenu une discipline. C'est devenu une discipline très forte, totalement transversale, dans tous les secteurs d'activité, aussi bien le privé que le public. Oui. Et donc, on parle de citoyens, on parle de patients, on parle d'usagers, et on parle de clients. Donc, tout ça, c'est la même personne. Et cette même personne, je reviens à la considération, il faut qu'on considère la personne avec ses goûts, ses envies, ses valeurs. Cette même personne, elle est tout ça à la fois. Je peux être patient, je peux être citoyen, je peux être client. Donc au final, on revient un peu sur votre thème central de la considération, même Bien dans un sûr. parcours citoyen ou Même dans un parcours citoyen, je suis la même personne. Donc l'hôpital, dans le cas, c'est l'hôpital Foch qui a remporté cette palme de l'expérience citoyen, l'hôpital Foch a tout mis en œuvre avec une direction expérience patient, expérience citoyen. C'est incroyable d'avoir créé cette direction au sein même de l'hôpital Foch, pour permettre aux patients d'être beaucoup plus relax quand il va être sur la table d'opération. Donc tout son parcours de patient est simplifié, moins de stress, pour être beaucoup plus à l'aise évidemment, et surtout de lui apporter des technologies nouvelles. C'est-à-dire qu'il est accueilli par un robot, ensuite il peut aller à la table d'opération ou en salle d'opération debout et non pas totalement allongé, on le considère. Et je pense que ça méritait une palme ce qu'a fait cet hôpital au service du patient. On va maintenant un peu plus s'appesantir sur le thème de considération qui est vraiment l'un de vos maîtres mots. Comment on construit, on adapte cette notion à son entreprise quand on part un peu de zéro? Je pense qu'il faut avoir en tête que la considération, il faut bien la définir, hein. C'est d'abord le sens de l'écoute. Et on voit bien qu'en expérience client, si vous n'écoutez pas votre client, quel que soit le canal, vous ne comprenez pas ce qu'il veut et vous n'êtes pas capable de lui apporter les bons services qui vont correspondre. Ce qui a été un petit peu notre tort à tous, entreprises, collectivement, c'est de créer des process, de créer des produits qui étaient complexes à comprendre. Et donc on n'a pas considéré le client. Aujourd'hui, on peut le considérer parce que les technologies le permettent. Et donc en considérant, en l'écoutant, en sachant ce qu'il veut, c'est lui-même qui va co-construire peut-être le produit et le service de demain. Et Dieu sait s'ils le font. Donc c'est la considération, je dirais que c'est de l'écoute. Après, on l'estime, on le respecte. On essaie d'avoir des égards envers lui. Souvenez-vous du boulanger qui va bien vous connaître et qui va vous offrir le petit bonbon, qui va bien vous demander comment va votre famille. Il vous considère. Et plus on vous considère, plus vous serez à même, je pense, entre guillemets, d'être fidèle à une marque, ce qui est aujourd'hui le plus important. Et est-ce que cette considération peut se traduire concrètement en des compétences spécifiques? Parce que vous parlez d'écoute. Je présume qu'après l'écoute, il y a l'action. On parle de traitement et d'exploitation du big data pour mieux connaître le client. Est-ce qu'au final, est-ce qu'on va tendre vers une expérience client qui nous amènera à tous être data scientist, ou bien tous à être très émotionnellement très intelligents? Moi, je pense, si vous voulez, pour bien utiliser, puisqu'on pilote le groupe de travail relations clients du Hub Francia, on pense que les technologies de type intelligence artificielle vont se mettre totalement au service de l'humain. Nous, à la FRC, on croit que de toute façon, c'est que l'humain qui fera la différence et qui permettra à une entreprise d'être beaucoup plus économiquement rentable et surtout performante par rapport à ses concurrents, si elle place l'humain avant tout. Le téléconseiller, le conseiller, appelons-le comme on veut, c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, qui a beaucoup plus de qualité qu'un robot, et jamais le robot le rattrapera. Le robot l'aidera peut-être à travers les traitements des données à mieux connaître son client, son consommateur, parce que lorsqu'on a une masse de clients gigantesques, on a intérêt à avoir des données très précises, ce qui est aujourd'hui à son service. Et ensuite, il n'a plus toutes les applications à ouvrir, c'est-à-dire qu'il n'aura qu'une seule application très simple, c'est ce qui arrive, et il sera un téléconseiller augmenté, c'est-à-dire qu'il sera augmenté par la machine, et donc il pourra piloter une conversation, qu'elle soit écrite ou vocale. Il pourra, je dirais il peut, puisqu'aujourd'hui les technologies le permettent. Mais jamais la machine remplacera l'humain. L'humain apportera toujours son intelligence émotionnelle, cognitive, qui permettra de connaître qui vous êtes, où je vous vois, où je vous entends, et à travers la voix et à travers tous les sens, je peux justement mieux comprendre ce que vous voulez en vous écoutant. Et avec de l'humour, avec le sourire, avec l'empathie, avec l'émotion, on pourra justement, au contraire, être beaucoup plus précis dans cette relation client pour, encore une fois, mieux le connaître, mieux le satisfaire et mieux le fidéliser.
Cela me fait penser à Allianz qui a lancé sa plateforme d'intelligence artificielle à la fois pour ses collaborateurs mais aussi pour ses usagers. Donc on remarque qu'il y a une symétrie des attentions. Bon, c'est un peu galvaudé, mais on voit qu'il y a cette symétrie qui existe. Chez le collaborateur, comment ça se traduit cette considération ? Alors je pense que des marques comme Allianz, vous l'avez cité, parce qu'elle vient d'avoir la palme de la transformation par l'expérience client, mais aussi c'est vrai pour tout un tas de marques qui ont concouru. Aujourd'hui, ce qui compte avant tout, c'est de donner de l'autonomie. On en a un petit peu marre, excusez-moi l'expression, d'avoir processé et d'avoir mis des scripts pour les collaborateurs. Les collaborateurs sont les gens, ça a toujours été mon avis, sont les gens qui sont les plus performants dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'expérience client, ils la vivent tous les jours, ils connaissent les clients, c'est le pouls de votre marché. Oui. Donc si vous n'écoutez pas ce que vous disent les collaborateurs, vous passez à côté d'une richesse incroyable pour déceler les besoins de vos clients. Donc les collaborateurs, il faut leur donner de l'autonomie. Il faut leur laisser la possibilité, et on l'a bien vu aussi aux 24 heures, laisser la possibilité de construire eux-mêmes, de former les autres camarades, entre guillemets, collaborateurs, de pouvoir co-construire les parcours clients, parce qu'eux, ils connaissent parfaitement un parcours client. Lorsqu'il y a des freins, ils savent qu'il faut le changer, et co-construire les produits, parce que si une offre ne correspond pas à ce que veulent les clients, c'est eux-mêmes qui le disent à l'entreprise. Donc, laisser de l'autonomie aux collaborateurs pour qu'avec les outils d'intelligence artificielle, on a même vu des collaborateurs, on a récompensé l'Académie de Versailles, les collaborateurs de l'Académie de Versailles ont co-créé un chatbot pour se faciliter la vie et mieux aider les enseignants à 24 heures sur 24 à pouvoir corriger les devoirs, etc. Donc, on voit bien que ça vient de la base. Encore une fois, ça vient des clients, mais ça vient des collaborateurs. Il faut laisser en fait la base s'exprimer en leur donnant de l'autonomie pour qu'eux-mêmes puissent co-construire demain leur parcours client et les services. On voit que cette co-construction passe par de nombreux tests, que ce soit le Club des Makers de Club Med, la transformation digitale Customer Centric d'Allianz, ou encore l'expérience patient de l'hôpital Foch qui ont été récompensés cette année. Finalement, l'expérience client est un peu un lab. Selon vous, comment on encourage cette proactivité, cette agilité, cette prise de risque au final? Parce qu'on se dit, que, comme vous le soulignez juste avant, on a beaucoup processé les choses, mis beaucoup de méthodologie, et là on demande un peu de s'ouvrir les chakras. C'est ça, exactement. Et comment on fait concrètement de se dire qu'on va déconstruire ce qu'on a construit? Je pense que vous avez raison que l'expérience client, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire de recherche pour mieux connaître justement ces clients qui ont énormément évolué grâce aux technologies. Je parlais du smartphone et de l'intelligence artificielle. Donc ils ont pris le pouvoir. Donc on voit bien qu'avec la réputation d'une marque et avoir tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, une entreprise ne peut absolument plus aujourd'hui rester fermée sur elle-même. Donc il faut qu'elle s'ouvre et il faut que la direction, pour répondre clairement à votre question, il faut que la direction générale, il faut que le président accepte de lâcher un peu la bride et de laisser de l'autonomie à ses collaborateurs ou à ses clients. Une marque qu'on aime bien citer parce qu'elle est à la FRC, c'est la Camif. La Camif, elle se co-construit avec toutes ses parties prenantes. Ils ont complètement ouvert l'entreprise vers l'extérieur. Et vous sentez qu'il y a une demande des collaborateurs justement d'être plus proactifs sur ces sujets? Bien sûr. C'est eux qui ont le savoir. C'est eux qui sont au contact client. Donc ils veulent être proactifs. Et plus vous laissez d'autonomie, plus les gens sont en confiance, travaillent mieux, et puis eux-mêmes sont plus fidèles à l'entreprise. Il y aura moins de turnover. Si vous dictez les choses d'en haut, c'est fini cette période. Ah ouais. Vous ne pouvez plus le faire. Le client est rentré dans l'entreprise, le fournisseur est rentré dans l'entreprise, le client et toutes les parties prenantes. C'est ce qu'on disait. Et le collaborateur, il est au centre, lui, pour justement améliorer cette expérience client. Donc on in-source d'une certaine façon l'innovation avec le collaborateur. On peut aussi la sourcer à l'extérieur de l'entreprise, ce qui est aussi l'objet d'un moment de la soirée de récompense. Je pense en fait au pitch des 3 startups qui ont été récompensées, et notamment Lougage de mémoire. Oui. Quels sont vos critères de sélection des jeunes pousses qui viennent en aide à l'expérience client? Alors les critères pour les jeunes pousses, sont des startups, donc on leur donne justement l'occasion de se faire connaître. Elles sont vraiment en démarrage ou de projet, où elles ont commencé un petit peu à avoir du chiffre d'affaires. C'est l'innovation, c'est d'être disruptif. C'est d'être capable aujourd'hui de changer les modèles, donc d'apporter aussi du sang frais, de nouvelles idées, beaucoup d'innovations pour les grands groupes. Et puis les grands groupes les repèrent. Donc les grands groupes qui les repèrent, où ils travaillent avec eux, c'est ce qu'on espère à l'occasion de ces palmes, mais aussi ils peuvent demain les intégrer et les racheter tout en leur laissant encore une fois leur autonomie. Et justement, sur ce sujet, est-ce que vous sentez que le marché structure, vous parlez de priorisation en début d'entretien de l'expérience client par rapport aux autres sujets, au fameux 4P du mix marketing. Est-ce que là, vous sentez aussi que ce marché-là des startups vient à maturité?
Oui, alors les startups ont besoin d'abord d'avoir un projet qui tienne la route. Évidemment, il y a toujours un petit peu d'écrémage. Oui, bien sûr. Mais on est là pour les mettre en avant, et en tous les cas, celles que l'on sélectionne, on en sélectionne 3 qui viennent pitcher devant le public. Ce sont des startups qui sont solides, qui ont un super projet, qui a déjà fait ses preuves et qui va connaître un certain succès. Nous, on est là pour les faire connaître, pour que des grandes entreprises les repèrent. La FRC est aussi un grand vivier pour permettre de trouver des clients aux startups dans des grands groupes, ce qu'on a déjà fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est de déceler des startups qui mettent le client au cœur, qui se construisent par l'expérience client. On a récompensé il y a plusieurs années une société qui s'appelle Blablacar, que tout le monde connaît. Le président Mazella était président directeur client. C'est très fort comme signe. Il a créé son entreprise autour de l'expérience client. Donc c'est ça qu'on récompense aussi. C'était le cas de Léo Kerr qui a pitché et de Lou Kerr qui a gagné. Donc finalement, le changement de paradigme de la customer centricity arrive finalement. L'avenir et la prospective sont aussi vos raisons d'être à la FRC pour traiter de ces sujets. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes missions et les chantiers d'avenir de la FRC? Oui, alors la FRC est un lieu d'échange et de partage, mais c'est aussi un endroit où on fait du lobbying pour défendre les métiers. Nous sommes 300 000 en relation client à distance en France, mais je pense qu'on est beaucoup plus si on compte le face-à-face, les boutiques, les services publics. Je pense que ce sont des milliers et des millions de salariés qui travaillent dans la relation client en transversale pour tous les secteurs d'activité. Donc on est là pour les défendre, on a toujours fait. Donc on a créé des normes, on a fait des labels sociaux. On a aujourd'hui des combats à mener à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le démarchage téléphonique. Donc à chaque fois, nous étions dans l'éthique. Nous proposions des solutions de type Pacitel pour le démarchage téléphonique, donc une liste d'opposition qui permettait au consommateur qui ne veut plus être appelé de s'inscrire. Donc on retourne à l'Assemblée nationale au début d'année, mais on est aussi un think tank prospectif. Donc on emmène nos membres faire des voyages d'études, voir ce qui va se passer en Chine demain avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que l'ensemble des marques et des secteurs d'activité vont être eux-mêmes disruptés. Donc quel sera le coup d'après? Est-ce que dans 2-3 ans, véritablement, le robot sera au service du téléconseiller augmenté? Comment sera le téléconseiller augmenté? Et on travaille tous ensemble pour essayer d'écrire le futur, pour ne pas perdre évidemment un train. Mais je pense que la France n'a pas à rougir. La France a des ingénieurs de très bon niveau, beaucoup de start-up, tout un écosystème. Et Dieu sait si on travaille avec cet écosystème pour fabriquer ensemble la relation client du futur, de demain. Je pense qu'on a aussi, nous, la FRC, vocation à créer un index, une valeur qui permet à l'entreprise de se valoriser par l'expérience client. C'est vraiment notre credo depuis toujours. La RSE a réussi, la responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, je pense que l'expérience client, c'est son heure. C'est son moment. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de créer des index. Forrester a créé le CX Index qui valorise l'entreprise, non plus simplement en multiples d'EBIT ou d'EBITDA, mais aussi par des valeurs de capital humain avec l'expérience client. Et je pense que ça sera des critères de choix des directions financières. C'est pour ça qu'on se tourne toujours vers des grands cabinets conseils pour nous aider à écrire ce futur avec des index qui permettront de valoriser les entreprises par l'expérience client. Merci Eric Dadian d'être venu parmi nous. Merci à vous. Merci de votre fidélité pour ce grand entretien et je vous dis à très bientôt. Opportunity vous a présenté le grand entretien.